Bonjour Paul Vanier. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et de nous accueillir dans votre local de campagne en plein cœur du 18e arrondissement. Alors vous êtes enseignant, vous êtes membre du Parti de gauche et vous êtes aussi candidat de la France Insoumise dans la 18e circonscription de Paris. On va revenir sur les enjeux de cette élection, mais d'abord, quel autre regard est-ce que vous proposez aujourd'hui ? Bon, évidemment celui d'un enseignant, celui d'un Parisien de 31 ans qui s'engage pour la première fois dans une campagne comme candidat, mais surtout un regard de militant qui a bien conscience qu'il est en train de vivre un moment tout à fait historique et décisif dans l'histoire d'un courant qui a sa tradition, qui a des années, des décennies de lutte, mais dont on sent bien que là, les choses sont en train de se reconfigurer. C'est passionnant à vivre en tout cas. Alors vous êtes candidat sur une circonscription particulière, puisque vous avez face à vous Myriam El Khomri, l'ancienne ministre du Travail. Vous avez compris quelque chose à sa candidature? Elle est candidate En Marche, candidate socialiste. Vous pouvez nous expliquer? Ben, je ne sais pas. Moi, je l'appelle avec son homologue de droite, Pierre-Yves Bournazel. Alors, je les appelle parfois le lièvre et la tortue, mais aucun d'entre eux ne l'emportera. C'est moi qui vais remporter cette élection. Ce sont les tic et tac de cette 18e circonscription. Ils défendent manifestement la même politique et tous les deux se proposent pour faire partie de cette majorité présidentielle qui, pour l'instant, n'existe pas. Je crois que le président de la République dédaigne ces propositions puisque aucun d'entre eux n'est investi par En Marche. Elle est de gauche, Myriam El Khomri? Je ne crois pas, en tout cas, elle peut s'en réclamer. Myriam El Khomri, comme ce gouvernement, ont corrompu ce terme, ils l'ont rendu flou. Ce qui compte, ce sont les actes. Sa loi est une loi de régression sociale, elle a favorisé les licenciements, elle exerce une pression à la baisse sur les salaires, elle précarise la vie des travailleurs. Manifestement, tout ça n'a rien à voir avec la gauche. C'est votre adversaire principal, finalement? Oui, c'est elle mon adversaire principal. Il s'agit ici de faire une démonstration politique. Jean-Luc Mélenchon, pendant la campagne présidentielle, apporter ce travail d'éducation populaire, d'explication du contenu de cette loi El Khomri. Il faut la battre et je crois que c'est avec la France Insoumise que nous pouvons y parvenir. Alors, en plus de Myriam El Khomri, il faut compter sur un candidat socialiste dissident, Félix Beppo. Oui. Il y a aussi la candidature d'Arnaud Vivian, celle d'une candidate citoyenne, Caroline Dehaas. Vous ne croyez pas que cette division peut favoriser justement l'élection de Myriam El Khomri à l'Assemblée nationale? Bon, c'est un débat qu'on a eu pendant l'élection présidentielle. Déjà, il existait, il était présenté sous cette forme, il y avait déjà cette division, disait-on. Ce débat, il a en partie été tranché par le résultat du premier tour de cette élection. Jean-Luc Mélenchon a réalisé un score tout à fait spectaculaire de 19,6% des suffrages. Dans cette circonscription, 24,4% des électrices et des électeurs ont voté pour le programme L'Avenir en commun. C'est sur cette base, c'est à partir de ce socle que l'on peut aller plus loin et l'emporter. Donc moi, je regrette ce paysage qui peut être pour certains identifié ou décrit comme dispersé. J'ai tenté de rassembler, mais dans ma campagne, il y a déjà des militants communistes, il y a des élus communistes, il y a des militants écologistes, il y a des militants associatifs, syndicalistes qui participent de la dynamique de la France Insoumise, qui est un cadre ouvert et qui permet donc de rassembler. Et vous ne pensez pas que Caroline Dehaas, finalement, devrait abandonner la course à cette élection? Elle-même, visiblement, elle y a pensé elle-même, elle l'a dit à Libération. Vous l'appelez à à rejoindre votre candidature? Moi, je l'appelle à mener une campagne courtoise, respectueuse. C'est mon intention, c'est la position que j'ai depuis le début. Ça n'est pas mon adversaire, elle n'est pas mon adversaire. Et je pense que je serai au second tour. Je pense que je serai le candidat en capacité de battre la droite, d'empêcher la droite d'emporter cette circonscription. Et j'espère bien rassembler tous ceux qui auront fait campagne sur leur programme. Manifestement, Caroline Dehaas est aujourd'hui soutenue par Benoît Hamon, c'est la candidate du Parti socialiste ici. Alors, je ne sais pas si des communistes, du NPA aussi. Oui, mais je crois que du côté du Parti communiste, la situation est très confuse, puisque, encore une fois, les militants et les élus ici sont engagés dans ma campagne. Il y a des logos peut-être en bas des affiches. Ce qui compte, c'est davantage la force militante et la capacité à convaincre autour d'un programme. Alors, cette circonscription, c'est aussi la circonscription des magasins Tati. Plusieurs centaines d'emplois sont menacés. À qui la faute, Paul Vanier? Eh bien, évidemment aux actionnaires qui ont fait preuve d'incompétence, d'incurie, qui ont placé cette filiale du groupe Eram dans une situation très difficile, mais surtout à M. Macron, le nouveau président de la République, qui a fait passer à toute force, en utilisant l'article 49.3, une loi qui permet à ce grand groupe Eram, qui fait 1,4 milliard d'euros de chiffre d'affaires chaque année, c'est un groupe puissant, qui lui permet donc de ne pas financer le plan de sauvegarde de l'emploi, et ce qui place donc des centaines de salariés dans une très grande difficulté. J'étais lundi avec l'intersyndicale devant le ministère du Travail. Je serai avec eux le 29, au moment où le tribunal de Bobigny va rendre son avis concernant les propositions de reprise. Il y a 3 propositions de reprise, mais aucune ne permet aujourd'hui de reclasser l'ensemble des salariés de Tati. Que fera le député Paul Vanier s'il est élu en juin prochain pour les salariés de Tati, justement? Oui, d'abord, il les aidera à faire entendre leur combat, mais par ailleurs, il votera des lois, notamment une loi qui permettra à ses salariés, s'ils le souhaitent, de pouvoir reprendre en scope, en coopérative, leur activité. Il votera des lois qui interdiront les licenciements boursiers, et puis il donnera
au comité d'entreprise, qui sont d'ailleurs menacés par M. Macron, puisque dans son projet de réforme du Code du travail, celui qu'il nous annonce, cette loi El Khomri 2, il veut porter atteinte au comité d'entreprise. Nous voulons plus de droits pour ces comités, et notamment qu'ils puissent exercer un droit de veto suspensif en cas de licenciement. Une nouvelle loi pour réformer le Code du travail est en cours. Elle va assouplir les conditions de licenciement et donc rendre encore plus facile la fermeture d'un magasin comme Tati. Ouais. C'est finalement le meilleur argument pour vous, hein, pour voter pour vous, non? Ben ici, voilà, la démonstration qu'il faut faire, c'est en battant Mme El Khomri, nous empêcherons M. Macron de mener sa politique de régression sociale. C'est très grave ce qu'il annonce parce que son projet, en tout cas, on ne le connaît pas, on ne connaît pas quel est le contenu de son projet de loi, mais ce qu'il annonçait durant sa campagne présidentielle, ce sont des accords d'entreprise qui permettent de toucher à la question des salaires, hein, au-delà de la question du temps de travail qui peuvent déjà être, le temps de travail peut déjà être augmenté par accord d'entreprise. Là, c'est la question des salaires et puis surtout le plafond des indemnités prud'homales, c'est-à-dire que les entreprises qui souhaiteront licencier demain pourront budgéter finalement le coût que, je mets des guillemets à cela, que représenterait pour eux le fait de se débarrasser de salariés. Et puis au fond, cela reviendrait à en finir avec la nécessité de justifier un licenciement. Dès lors qu'il y a un maximum à payer pour se débarrasser d'un salarié, eh bien, il n'y a plus d'explications à fournir. Les habitants sur le terrain, ils vous parlent de la loi travail, de la réforme du Code du travail, c'est une préoccupation? Oui, c'est une préoccupation, en tout cas c'est une grande colère. Beaucoup d'entre eux ont participé du mouvement social qui, dans la rue, à de très nombreuses reprises, pendant plusieurs mois, a défilé contre ce projet de loi. Et ils sentent bien qu'ils ont là l'occasion, avec le bulletin de vote France Insoumise, de prendre leur revanche et de se débarrasser de celle qui a incarné cette politique, mais en même temps d'empêcher le nouveau gouvernement dirigé par un Premier ministre de droite, gouvernement dont les principaux membres sont issus de la droite, de pouvoir mener sa politique. Alors à propos des membres de droite, il y a un ministre dans ce gouvernement qui doit vous toucher plus particulièrement, puisque je l'ai dit, vous êtes enseignant. Comment vous avez réagi à l'annonce du nouveau ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, que l'on accuse d'ailleurs d'avoir des proximités avec Sciences Commun. Il était par ailleurs le directeur de l'ESSEC. Ça vous inspire quoi, Paul Vannier? C'est très inquiétant parce que Jean-Michel Blanquer, moi je le connais, c'est un sarkozyste. Ça n'est pas un tenant de cette droite qu'on présente maintenant comme modéré, ça n'est pas un juppéiste, c'est un sarkozyste. Il a fait toute sa carrière de haut fonctionnaire sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy jusqu'à devenir le numéro 2 du ministère de l'Éducation nationale. C'est donc l'un de ceux qui a organisé la destruction de 80 000 postes dans l'éducation nationale et puis l'un de ceux qui a jeté les bases d'un nouveau modèle, le modèle de l'école-entreprise. D'ailleurs, vous l'avez dit, il a été le président d'une école privée, l'ESSEC. C'est Jean-Michel Blanquer qui, par exemple, a créé dans l'éducation prioritaire ce qu'on appelle les établissements éclairs, ça veut dire école, collège, lycée, pour l'ambition, l'innovation et la réussite, qui autorisent les proviseurs, les principaux, les directeurs à recruter directement les enseignants et à fixer une part de leur rémunération. Ce modèle, c'est un modèle de mise en concurrence, c'est un modèle finalement de soumission aux impératifs du MEDEF, aux impératifs comptables, et c'est un très grand péril pour notre pays. 2200 classes à 12 élèves dès la rentrée prochaine, c'est une bonne nouvelle, non? C'est une blague, c'est une plaisanterie, puisque M. Blanquer finance ce dispositif en supprimant une des rares choses que je reconnais comme positive au quinquennat précédent, c'est le dispositif plus de maîtres que de classe qui disparaît pour parvenir à cet objectif. M. Blanquer ne créera pas de postes, il va redéployer déshabiller Paul pour habiller Jacques, alors même qu'il y a plus d'élèves qui rentrent dans le système éducatif. Depuis 2010, 270 000 élèves supplémentaires sont entrés dans notre système éducatif. Il faut donc créer des postes. Nous proposons d'en créer 60 000 sur le quinquennat qui vient pour répondre à ces besoins. J'ai une dernière question, c'est Héloïse Marie qui vous la pose, c'était mon invité hier. Elle vous demande quand le parti de gauche va-t-il enfin prendre position sur la fonction, sur le fonctionnement du CESA, le centre d'examen des situations administratives des réfugiés, dans le cadre de la procédure de Dublin. Le parti de gauche s'est exprimé depuis fort longtemps. Dès 2012, Jean-Luc Mélenchon et le parti de gauche se sont exprimés pour condamner cette directive Dublin et considérer que les demandeurs d'asile sont en capacité de choisir le pays dans lequel ils veulent faire leur demande. Merci beaucoup Paul Vannier. Lundi, je recevrai l'adjoint communiste à la mairie de Paris, Yann Brossa. Il est en charge du logement. Il est aussi candidat aux législatives dans le 18e arrondissement. Il affrontera la droite, l'extrême droite, la République en marche et la France insoumise, dont nous avons d'ailleurs reçu la candidate il y a quelques jours. Vous avez une question pour lui? Je lui demande, puisqu'il veut être député, je lui demande, Yann Brossa, si tu es député, dans quel groupe siégeras-tu? Siégeras-tu dans le groupe de la France insoumise ou siégeras-tu dans un groupe dirigé par exemple par Benoît Hamon? La question sera transmise. Merci beaucoup Paul Vannier. Merci.